Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter une artiste polyvalente, une comédienne bilingue, une créatrice passionnée qui apporte sa touche singulière à l'écran. Derrière la caméra, Julie Cléry, bonjour. Bonjour Patrick. Comment vas-tu, Julie? Ça va très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Merci à toi de m'inviter. Merci. Alors, je vais commencer directement par une question qui me taraude depuis que je prépare l'émission avec toi. Faudrait que tu m'expliques en fait comment tu fais pour avoir Mathias dans ton court-métrage. Je veux dire par Mathias Thibaut de Montalembert, de 10%. Ah par un heureux concours de circonstances, parce que moi je connaissais bien Hélène, qui est sa femme, qui joue ma mère dans le court-métrage et qui m'avait déjà mise en scène dans l'école que j'ai faite à Fontainebleau, une école de théâtre. Et Guillaume, mon copain, qui réalisait le court-métrage aussi, elle l'avait déjà fait travailler dans sa série qu'il avait faite quelques années auparavant. Dans l'effondrement, il joue le personnage principal de l'un des épisodes. Et donc par ce heureux concours de circonstances où moi je voulais absolument que ce soit Hélène qui joue ma mère et on cherchait quelqu'un pour le père, on se disait Guillaume connaissait Thibaut, il a pensé directement à Thibaut et ça s'est fait comme ça. C'est extraordinaire, ça veut dire qu'il est super approchable en fait comme mec alors. Oui, en tout cas avec nous, il a été adorable et ça s'est super bien passé et on a une chance énorme d'avoir, pas que lui, on a vraiment des comédiens de folie à tous les postes, mais c'est vrai que Thibaut est génial et en ce moment il fait beaucoup réagir sous la vidéo, les gens réagissent beaucoup à son personnage de père lâche. Justement, il incarne à la perfection. On en parlera en détail dans l'émission tout à l'heure. C'est vrai que quand j'ai regardé ton court-métrage Une fille indigne, au début j'entendais sa voix et je me laissais bercer par la voix et je me disais mais d'où je le connais. Et après quand j'ai fait le lien, j'ai fait ah oui mais c'est lui. Lui-même, ouais. En personne. Qui est génial dans tous les rôles. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un contexte un peu et nous parler de ton parcours professionnel? Quel a été le déclic qui t'a fait prendre des cours de théâtre en 2013 quand tu es rentré au cours Jean-Laurent Crochet? En fait, moi, j'ai commencé le théâtre bien plus tôt. J'ai commencé le théâtre à 7 ans parce que ça a toujours été une passion. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très portés sur le théâtre. Oui. Et ils nous ont emmenés tout petits voir des pièces. Et oui, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais je sais que j'ai toujours voulu être comédienne depuis mes 7 ans. Donc j'ai commencé à ce moment-là et puis ça s'est fait assez naturellement dans le sens où j'ai jamais voulu changer d'objectif. J'ai toujours vraiment gardé mon cap. Donc après mon bac, je suis partie au cours Cochet parce que j'avais fait une année auparavant chez lui au cours du samedi matin et tous les stages pendant les vacances scolaires. Et ça m'avait bluffé parce qu'il a une méthode, il a une technique. Vraiment, c'est un technicien. L'humain était à revoir, mais techniquement, il y avait des choses incroyables à apprendre, surtout pour un jeune ou une jeune comédien ou comédienne plutôt. Et donc, je crois que je me perds un peu dans la question, mais ça s'est fait tout naturellement. J'ai eu un coup de cœur pour cette école de théâtre. J'avais fait encore avant, quand j'étais au collège, j'étais aux ateliers, aux ateliers jeunesse des cours Florent. Enfin, ça a toujours fait partie de moi, le théâtre. Donc, je pourrais pas te dire quel a été le déclic vraiment, mais en tout cas, je me suis lancée véritablement en 2013 après le bac dans ce métier plus ou moins stable. Stable. Si tu nous résumes un petit peu ton parcours professionnel, ça ressemble à quoi? Justement, quand j'étais au cours Cochet, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai commencé très très tôt à travailler parce que j'avais passé une audition pour jouer l'une des paysannes dans la pièce Don Juan. C'était mis en scène par Arnaud Denis au Théâtre 14. Et chance du débutant, j'avais 18 ans, je passe l'audition, je l'ai, et donc je commence à jouer professionnellement au Théâtre 14. On avait 2 mois de représentation, une tournée par la suite, et donc j'ai commencé très tôt en fait
à exercer mon métier. Ça m'a permis de mettre suffisamment de côté pour ensuite partir à Londres et voir venir un peu pour les débuts de Londres, parce que j'avais une obsession en tête, c'était me former en Angleterre. Depuis assez longtemps, depuis le collège, je dirais, j'ai une passion pour les acteurs et actrices anglo-saxonnes. Et voilà, donc je suis partie à Londres pendant 3 ans, où là, je me préparais pour les écoles de théâtre anglaises. Et j'ai intégré une école qui a été le combo parfait pour moi, parce que c'était une école anglaise, mais basée à Fontainebleau. Donc, au bout de 3 ans de Londres, où j'avais envie de rentrer en France, ça a été parfait parce que j'avais l'enseignement anglo-saxon de mes rêves et un environnement français qui commençait à me manquer sévèrement au bout de 3 ans d'Angleterre. Donc, j'ai fait cette école qui s'appelle Phonact pendant 2 ans et je suis sortie de là en 2019, en juin 2019. Et voilà, et je me suis lancée comme ça. On a eu... Notre projet de fin d'études, c'était une pièce de Shakespeare, La Nuit des Rois, qu'on avait commencé à tourner un peu en Angleterre. Et ça s'est passé juste avant le Covid. Donc, quand on est tous rentrés chez nous pendant la pandémie, il a fallu trouver un moyen d'exercer notre art sans passer par la case théâtre. Et j'ai la chance aussi, avec mon copain, d'avoir accès à du matériel et sa technicité et ses talents d'écriture. Donc, on a fait plein de petits films en confinement et qu'on a postés sur ma chaîne YouTube. Et depuis, je me concentre beaucoup sur ça, ouais. D'accord, ouais. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de pièces de théâtre et j'ai vu que tu avais joué dans une pièce qui s'appelait Calamity Jane, et tu as incarné 11 personnages différents. Comment tu fais ? Ouais. Bah déjà, je transpire beaucoup. Et quand il n'y a pas le choix, on fait. Hein. Non, mais dans la préparation, comment tu t'as abordé ça, en fait ? Très rapidement, parce qu'on n'a pas eu beaucoup le temps de bien répéter en profondeur. En fait, c'est une pièce qui s'est montée vraiment à la dernière minute. Moi, j'ai appris que j'allais être dans cette pièce mi-mai, tu vois, et on commençait les répétitions début juin pour parce que c'était dans le cadre du Festival d'Avignon qu'on a fait cette pièce. Et on n'a eu que 3 semaines de répétition. On a eu 20 jours de répète pour 20 jours de Festival d'Avignon, tu vois. Donc déjà, entre l'apprentissage du texte et l'apprentissage de la mise en scène, je t'avoue que c'est allé assez vite. Et en fait, quand tu es dans l'urgence de quelque chose, d'un projet, en plus le projet reposait pas sur mes épaules, donc c'était très bien pour moi. Je sais pas, il y a une espèce de... Je sais pas, le corps fait un peu naturellement et se met dans cet état d'urgence de la situation, de devoir absolument trouver des moyens pour arriver à passer d'un personnage à un autre très rapidement. Donc, je saurais pas vraiment répondre à cette question, mais en tout cas, ça s'est fait. Bah oui, justement, et les personnages n'étaient pas... Pardon, je t'ai coupé. Non, continue, le personnage n'était pas quoi, tu disais ? Non, oui, je disais que les personnages n'étaient pas non plus... techniquement parlant, il n'y avait pas non plus des challenges insurmontables, tu vois. C'était pour jouer... Il y avait des enfants, il y avait une petite fille, il y avait un petit garçon que je devais jouer, il y avait un perroquet qui avait que quelques lignes, donc c'est pas non plus, c'est fun, tu vois, il y avait pas non plus fallait pas aller creuser à l'intérieur de ses entrailles 2 heures avant de monter sur scène pour aller dans un personnage, puis ensuite directement switcher dans un autre. Heureusement, c'était plutôt... C'était faisable. Mais les transitions, ça se passait comment entre un personnage à l'autre ? Est-ce que tu avais des changements de costume à faire ? C'était comment ? Ouais, les changements de costume, ça, c'était le plus compliqué à gérer parce que c'était des costumes faits par... elle est géniale, cette costumière. Elle s'appelle Virginie Houdinière et elle fait des costumes dingues. Et l'avantage avec elle, c'est qu'elle a très, très conscience des quelques secondes qu'on a entre chaque scène. Et donc, elle nous confectionne des costumes un peu magiques, c'est-à-dire que les boutons, on croit que c'est des boutons, mais en fait, tout est aimanté, ce qui fait qu'on peut avoir... c'est une jupe effet trompe-l'œil avec une rangée de boutons, mais au déshabillage, on n'a pas à enlever chaque bouton un à un, tu vois, on a juste à désaimanter tout le truc et puis ça tombe direct. Donc Virginie m'a beaucoup facilité la tâche, mais on devait déplacer les décors en même temps qu'on devait se changer. On n'était que 3 comédiennes au plateau et on faisait tout. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup compté sur l'aide de ma partenaire qui s'appelle Constance Chaperon, qui m'a beaucoup aidée à me libérer du temps et à me libérer des mains pour que je puisse changer mes costumes assez rapidement. Ouais. Ah, ok. Ouais. Mais après, ça devient un mécanisme. Quand on l'a fait 5 fois, 6 fois, 7 fois, après, c'est bon...
ça devient, ça devient très instinctif. Ah, c'est tout un sport après, directement. Ouais. Ouais. Là où on panique, c'est en répétition, où on n'a pas encore appréhendé l'objet, on n'a pas encore les mécaniques, tu vois, des changements de décor et de costume. Donc là, c'est chaud et là, on panique. 3 jours avant Avignon, j'étais non, mais ça va jamais le faire. Et puis en fait, on le fait 4 fois et on se rend compte que ça va être faisable et que notre corps va s'en souvenir. Heureusement, on peut toujours faire confiance à notre corps. Bien sûr. Heureusement. Là, on arrive à la partie de l'émission, tu sais, où on raconte un peu des anecdotes de casting, de parcours. Est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose d'hilarant qui t'est arrivé ou inattendu, surprenant? Alors, hilarant, je sais pas, mais c'est... En vrai, j'en ai plutôt honte, mais au moins, ça m'a permis d'avoir une rigueur. Balance. Après ça, il y a eu un avant et après de comment je prépare mes castings et dans quelles conditions j'arrive à un casting. J'avais 18 ou 19 ans et je devais passer un casting pour jouer le rôle d'une boxeuse. Donc, une nana sportive, vive et tout. Et c'était... Le casting, je sais, ça devait être un vendredi. Et la veille, j'étais sortie avec des amis jusqu'à... Enfin, en fait, j'avais fait une nuit blanche. On était sortis toute la nuit. Je crois que c'était peut-être en juin ou... Enfin, vraiment, ou peut-être en septembre. Je sais pas, je me souviens qu'il faisait beau, il faisait chaud. Et on avait fait la fête. Et on avait fait tellement la fête que je m'étais un peu trop imbibée d'alcool. J'étais malade. Et je suis rentrée chez moi juste pour prendre une douche, pour me changer. Et j'ai pas eu le temps de dormir et je vais directement au casting. Et le casting était au bout de la ligne 9, je crois. Et entre l'avant-dernière station et la dernière station, j'ai une envie de vomir qui me prend, mais c'était horrible. Et il y a un temps très très long entre ces 2 dernières stations. Et je me retenais. J'essayais de penser à mon personnage, mais impossible. J'étais crevée, j'étais encore bourrée, enfin vraiment, il n'y avait rien qui allait. Finalement, le métro finit par enfin arriver à la dernière station. Je vomis dans la première poubelle que je vois devant tous les gens qui me regardent, mi-apitoyés, mi-dégoûtés par moi. Et j'arrive au casting, donc vraiment, j'avais vomi toutes mes tripes sur le trajet pour aller là-bas. Et j'arrive au casting et j'essaye de faire la scène. Elle me dit, bah, c'est bien, hein, dans les intentions, c'est bien, mais... je vois pas le côté physique, ça manque un peu d'énergie. Et elle a passé 20 minutes à essayer de me porter et à essayer de faire sortir de l'énergie de mon corps qui n'existait pas à ce moment-là. Et j'avoue, après ça, je me suis dit, mais pourquoi je me tire une balle dans le pied à ce point-là ? Enfin, c'est déjà tellement difficile d'avoir des castings et d'avoir accès à ces castings et d'être vue. Que pourquoi je fais ça en fait. Donc maintenant, avant une audition, plus jamais je sors. Même pour prendre un jus de tomate détox, tu vois, vraiment je sors pas, je les prépare vraiment de ouf. Donc ça, au moins ça m'a permis de me rendre compte que je faisais de la merde et que il allait falloir que j'appréhende la chose de manière un peu plus professionnelle et saine. Ça voilà, donc ça c'était un peu une honte. Merci d'avoir partagé ce moment gênant. Ça t'a permis d'avoir une vraie discipline, en fait. Ouais, et puis ça permet aussi de savoir quel est ton rapport au casting. Et moi, je sais que je me suis pas sentie à l'aise du tout. Il y a des gens qui ont besoin, au contraire, de lâcher prise et de céder à lâcher prise. Donc pour céder à ça, bah, y en a qui peuvent prendre un peu d'alcool, ou enfin chacun a sa technique, tu vois, qui est plus ou moins recommandée par l'OMS. Mais je me suis rendu compte que moi, c'était pas du tout mon cas, que je suis très très flippée de base et qu'en fait, je m'aide absolument pas en m'enlevant des capacités de diction, d'énergie, de présence à moi-même. Enfin voilà, j'ai besoin de tout ça pour être à mon full potentiel lors d'un casting. Mais en tout cas, ça t'a... Donc voilà, j'ai appris ça ça. T'a bien marqué parce que tu te rappelles que c'était un vendredi, tu te rappelles de tous les détails. Ouais, je me souviens plus exactement, mais je me souviens que la veille, c'était une super soirée, il faisait bon, il faisait chaud, c'était avec tous mes potes, on avait beaucoup dansé, on s'était bien marré. Enfin, je me souviens de tout le contexte de la soirée, donc aucun regret pour la soirée, juste dommage que ce soit pas tombé après cette audition. J'imagine. Si on parlait maintenant un petit peu de tes passions et loisirs, j'ai vu que tu fais du chant. Genre t'es mezzo-soprano, tu fais du yoga, du pilates aussi, et t'es bonne en natation. Ouais. Comment tu combines toutes ces passions avec ta vie artistique en fait ? Est-ce que ça t'aide, ça t'influence quelque part ?
Non, alors je t'avoue que je considérais pas ça comme des passions. On va pas se mentir, tout ce que tu as cité là, c'est du CV. C'est pour montrer que je suis capable de nager, je suis capable de chanter parce que j'ai pris des cours de chant lyrique et des cours de chant quand j'étais en Angleterre. Je vais pas te dire que mes samedis après-midi, je vais me caler une petite session de piscine. Clairement pas. Non, j'ai une vraie passion qui est la cuisine. Je fais la cuisine aussi sur des tournages. Je peux faire la cuisine dans des résidences de création. Enfin voilà, et la cuisine, c'est quelque chose que j'adore. Donc ça, on peut parler de vraie passion dans le sens où je suis en train de me poser la question de potentiellement me former professionnellement là-dedans en parallèle de mon métier de comédienne. Donc là, je me dis oui, c'est une vraie passion parce qu'il y a un vrai objectif derrière. Le chant, la piscine, le yoga, c'est le bullshit CV. Je sais pas si je vais réussir à continuer. Mais oui, je fais du yoga tous les mardis. Non, mais je fais du yoga tous les mardis et ça me fait beaucoup de bien, tu vois. Mais je vais pas dire que c'est une passion de me lever non plus pour aller à une salle de sport qui pue des pieds, quoi. D'accord. Mais donc tu dis, tu veux faire par rapport à la cuisine, tu disais? Donc tu vas faire quoi? Tu comptes devenir chef? C'est quoi tes projets? Bah, pour le moment, le projet est encore assez incertain. D'accord. Pour le moment, je prends juste les éléments que j'ai sous la main, c'est-à-dire une passion pour la cuisine, beaucoup de temps devant moi parce que je suis comédienne, donc clairement, j'ai du temps. Et surtout, l'envie potentiellement, alors c'est sur du plus long terme, mais d'avoir, pourquoi pas, un lieu à moi, effectivement, où je pourrais vendre mes petites lasagnes, mes petits gâteaux, voilà, mes petits trucs, quoi. D'accord. Mais je sais pas encore, j'ai pas encore de projet très, très clair, mais je me dis que comme c'est quelque chose qui me passionne, pourquoi pas passer un CAP, tu vois, moi c'est de la cuisine végétale que je fais, pourquoi pas passer un CAP de cuisine végétale, parce que ne serait-ce que dans le métier que je fais, il y a toujours besoin de catering. Il y a toujours besoin de personnes qui font la cuisine pour des événements, des tournages et tout. Et le fait d'avoir un diplôme, bah, déjà, moi, je me sentirais plus légitime. Et je pense que c'est... Je sais pas très bien où je vais en venir, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais en tout cas, oui, c'est une possibilité que j'envisage, mais je sais pas encore sous quelle forme exactement. T'inquiète pas, je vais t'aider parce que c'est vraiment une bonne transition pour ma prochaine question, parce que j'aimerais justement qu'on parle un peu de ton équilibre professionnel et personnel à la fois. Et j'ai vu que tu travaillais beaucoup avec ton copain, qui est Guillaume Desjardins. Et je voudrais savoir en fait comment tu combines ça, le fait de travailler ensemble, c'est les projets créatifs et tout en même temps le côté pro, tu sais, c'est personnel, professionnel. Comment on combine ça en fait? Ouais. C'est drôle, je me suis jamais posé cette question. Ah. Bah, je sais pas, ça se fait très naturellement. D'accord. En tout cas, avec Guillaume, quand on a des projets en tête, là par exemple pour notre dernier court-métrage qu'on a fait ensemble, j'avais l'envie de porter une histoire en particulier. Je suis une quiche en écriture et en structure narrative, donc lui, le sujet le tentait bien, donc il a eu envie de m'aider, donc en fait c'est très naturellement qu'on s'est mis à écrire et en fait on a commencé beaucoup par parler du projet, commencer à mettre en forme, mais ça a mis beaucoup de temps avant d'aboutir à un scénario fini. Mais oui, on a pris le temps très naturellement de penser à tout ça. Sinon, tous les autres films, c'est lui qui les initiait. J'essaye de réfléchir comment ça se passe. Bah, en fait, il y a beaucoup de films qu'on a fait en confinement. Donc, en confinement, on n'avait que ça à faire. Ça et des gâteaux, tu vois. Donc, ça s'est fait. Il avait une idée, il écrivait... c'est ça. Il écrivait son scénar dans la journée. Il disait, bah viens... on le filme demain ou après-demain, et puis on mettait en place, on s'est confiné quand même avec des caméras, des micros, des lumières, et je pense qu'on a eu un confinement un peu privilégié par rapport à certains qui devaient se filmer à l'iPhone avec un écran pété. Guillaume a beaucoup de matériel à disposition, donc ça c'était quand même très chouette. Et sinon pour les autres projets, bah non, oui, c'est... Là, je suis en période un peu, pas de rush, mais je suis en période d'envoi de mon film dans les festivals, de tout ça. Donc, on parle moins des projets qu'on peut avoir sur le feu, mais je sais que quand cette période va se calmer,
lui, ça va peut-être se calmer à ce moment-là aussi. Et du coup, naturellement, on reviendra sur nos projets qu'on peut avoir en commun. Mhm. Bah, ça tombe bien que tu dises que ça peut se calmer parce que c'est ma prochaine question. C'est comme vous, tous les deux, vous travaillez dans la même industrie. Comment ça se passe les moments où Mm. l'un est plus sollicité que l'autre, en fait? Comment vous gérez ça? C'est quand même Guillaume qui est beaucoup plus sollicité que moi parce que lui, il fait aussi des vidéos de commande. Lui, il est technicien, donc on fait appel à lui en tant que technicien live aussi. Il filme pas mal d'événements en direct. Il fait pas mal de... Enfin, il est assez actif, il fait plein de choses. Euh, mais là où ça se gère plutôt bien, enfin en tout cas de mon côté, c'est que comme on fait pas le même métier, Mhm. il n'est pas comédien, c'est pas comme si c'était un comédien qui cartonnait et moi qui galérais à essayer de passer des castings au moins une fois par mois, tu vois. Mhm. Du coup, il y a cette espèce d'équilibre qui se fait naturellement de, oui, il est plus sollicité parce qu'il fait des choses que moi je ne maîtrise pas et il est technicien, il fait de la vidéo de commande, il est un peu plus âgé, donc c'est pas non plus le même réseau, la même expérience. Donc, non, ça va. En tout cas, il n'y a pas de jalousie. D'accord. Des frustrations de temps en temps, Ouais. mais c'est des frustrations qui sont pas liées à l'autre, c'est des frustrations personnelles. Moi, je sais que j'aimerais bien, oui, être plus active et faire plus de projets, mais c'est le cas de beaucoup de monde, je pense. Mhm. En tout cas, beaucoup de comédiens et de comédiennes que je peux connaître. Mais non, ça se passe bien parce que quand il est très sollicité, du coup, je me concentre sur mes projets à moi. Et puis quand ça se calme pour lui et que moi j'ai du temps, on se remet au travail de nos projets en commun et voilà. Ouais. Bah, en fait, j'ai pris ton exemple parce que je sais que quand on est comédien, acteur, etc., des fois, on a du mal un peu avec se mettre avec des gens qui sont dans notre même domaine que nous. C'est parce qu'on a peur que les Mm. incompatibilités, le planning soit pas le même. Donc, c'est pour ça que je vais prendre ton exemple pour que ça puisse inspirer ceux qui pensent à le faire ou qui osent pas, tu vois. Mm. Après, il y a des gens qui travaillent très mal en couple. Et moi, j'en connais beaucoup qui sont incapables de travailler en couple et de bien s'entendre dans le travail sans que ça crée des engueulades, des explosions. Mhm. On a une chance énorme avec Guillaume, ça s'est toujours super bien, vraiment très très bien passé, ouais. Euh, Après, moi, j'ai aucune prétention de mise en scène, c'est-à-dire que tout ce qui touche à son domaine à lui, parce qu'il maîtrise beaucoup de choses, que ce soit de l'écriture à la post-production, en passant par la réalisation, la direction d'acteur, il maîtrise tout ça. Et moi, ça me va très bien parce que je maîtrise l'acting. Là, voilà, c'est mon métier. J'ai fait des études pour. Mais que ce soit la direction d'acteur, en soi, si, ça me passionne, mais pas en tant que réalisatrice. J'ai jamais réalisé grand-chose. J'ai pas d'ambition de réalisation, en tout cas pas pour nos projets qu'on a en commun. Donc, en fait, tous les postes auxquels il a envie d'être, moi ça me va très bien qu'il soit à ces postes-là. Donc, et j'adore sa direction d'acteur en plus. Et je trouve que je travaille mieux quand c'est lui qui me dirige que pour des projets de personnes, des petits projets que je peux faire à droite à gauche. Je vois que la direction d'acteur n'est pas toujours sur le fil, quoi. Et donc c'est beaucoup plus agréable de se faire diriger par quelqu'un qui a un véritable regard là-dessus. Mhm, bien sûr. Donc voilà. Ça se passe très bien en couple, dans le travail. On a une chance énorme, je pense. Ouais, vous vous combinez bien en fait, c'est cool ça. Ça veut dire on se complète. Ouais, Bah, ouais. je continuerai, tu sais, on évolue dans un environnement qui est très compétitif, notre industrie du cinéma. Tu sais, beaucoup de gens parlent de Mm. concurrence entre acteurs, etc. Et je voudrais avoir en fait un peu ta vision là-dessus. Qu'est-ce que tu penses, quoi? Est-ce que la concurrence, elle est inévitable? Ou tu penses qu'il y a plutôt une autre approche, on peut tous collaborer ensemble en fait? En tout cas, j'ai envie de croire qu'on peut tous collaborer ensemble, et je pense que c'est le cas, que on peut vraiment tous collaborer ensemble. Ça me saoule un peu la notion de compétition. Oui, je sais qu'elle est inhérente au métier, mais moi, ça me saoule d'entendre des directeurs ou directrices de casting dire que il faut voir les autres comme ses concurrents. C'est arrivé récemment. Là, j'ai fait un atelier casting où la direccast est arrivée en disant vous êtes des compétiteurs, vous êtes tous en concurrence les uns contre les autres. Moi, il y a rien de pire pour me braquer parce qu'il y a une part de moi qui n'y croit pas à 100%, dans le sens où si on correspond au personnage, il y a pas de compétition qui soit. Oui, il peut y avoir des filles qui ont exactement le même emploi que moi, mais ce sera jamais la même façon de parler, ce sera jamais le même rapport au monde, ce sera jamais les mêmes gestes, la même façon de penser, tu vois. Enfin, on n'aura jamais la même énergie. On est tous uniques. Et c'est très bateau de dire ça, mais du coup, ouais, la compétition.
la compétition comme on la véhicule dans ce milieu, j'ai pas envie d'y croire trop, quoi. Enfin, si, c'est un peu paradoxal parce que oui, en soi, il y en a de la compétition, mais je sais pas, je suis peut-être pas suffisamment dans le milieu pour voir exactement à quelle échelle elle joue, cette compétition-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc c'est là où c'est un peu compliqué à gérer. C'est qu'effectivement, pour un rôle, tu vas avoir 300 comédiennes qui pourraient être potentiellement... qui pourraient coller. Après, est-ce que ça colle à la vision du réal ou de la réal par rapport à ce rôle-là? C'est une autre question. Ça n'appartient qu'au réal. Mais ouais. Bah, moi, j'aime bien ton mindset et ta manière de penser parce que est-ce que c'est ça qui t'aurait poussé en fait à créer des vidéos sur YouTube pour donner des conseils sur l'acting? Tu vois ce que tu fais sur YouTube en fait? Oui, clairement. Bah, c'est vrai que bon, c'est une petite chaîne. Pour le moment, c'est très niche vu que c'est une chaîne qui est dédiée à la direction d'acteurs. J'ai commencé par faire des face-cam pour essayer de partager les déclics que moi j'ai pu avoir dans mon métier de comédienne. Mais après, ce qui m'intéresse davantage, c'est vraiment la direction d'acteurs et comment les gens qui sont vraiment dans le milieu approchent la direction d'acteurs, enfin abordent la direction d'acteurs. Parce que c'est vraiment... une passion chez moi, c'est une exploration sans fond, donc moi j'ai envie de creuser chez les uns et chez les autres parce que je pense qu'on peut apprendre de tout le monde et on est tous riches de nos petites techniques et peut-être qu'une petite technique va pouvoir marcher chez toi et pas chez l'autre. Du coup, je suis de la politique, venez, on partage tout ça et ensuite chacun se fait sa popote interne. Et oui, clairement, c'est une volonté de ma part d'être plutôt dans le partage d'informations plutôt que d'être dans la rétention d'informations parce que il n'y a pas de rétention d'informations à faire dans ce milieu. En fait, c'est tellement subjectif. Il n'y a pas de recette secrète pour comment être un bon acteur ou une bonne actrice. Il n'y a pas de miracle, en fait. C'est des sensibilités qui plaisent ou qui plaisent pas, qui collent ou qui collent pas. Et je pense que comme c'est un métier où on n'arrête pas d'explorer de projet en projet, on continue d'apprendre sur soi, sur notre façon de travailler, on affine toujours plus nos techniques de comédiens et de comédiennes. Donc je pense que plus on peut avoir d'outils à portée de main pour les mettre en pratique, mieux c'est parce que plus on augmente notre propre exigence et notre propre envie de continuer d'explorer tout ça. Donc c'est pour ça que c'était important pour toi en fait de partager tes connaissances et tes expériences avec les autres acteurs. Ouais, mais sans prétention, dans le sens où j'estime pas avoir tout compris du métier, tu vois, loin de là. Mais il y a un pas début. Meryl Streep non plus. Hein. J'aimerais bien que Meryl Streep fasse une chaîne comme ça, parce que là, pour le coup, là, je pense qu'il y aura beaucoup à apprendre. Mais oui, j'ai eu des déclics et je me dis, si je les ai eus à un moment, c'est que peut-être que ça peut parler à d'autres aussi. Bien sûr, oui. Après, on se fait comme une communauté et chacun s'entraide, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, je sais que je suis toujours à l'affût des petits secrets des uns et des autres, tu vois. Enfin, pas des petits secrets, mais ouais, des techniques et des façons d'aborder... un personnage, on a tous des techniques différentes. Et moi, ça me fascine parce que je suis en exploration constante. Donc, je me dis, si moi, je les partage à mon échelle, peut-être qu'on peut commencer à créer un vivier de commentaires et de gens qui vont commencer à partager eux-mêmes leurs techniques et leur façon de faire. Bah oui, se créer aussi peut-être un propre réseau, tout simplement, en fait. Oui. À la base, c'était pas trop l'idée. C'était vraiment juste... venez, chacun balance ses petits trucs et astuces et puis et on essaie de grandir ensemble. Mais oui, en effet, ça, forcément, comme c'est une chaîne YouTube, là, comme ça commence à grandir lentement mais sûrement, et donc ça crée une communauté, ça c'est sûr. Moi justement, c'est comme ça que je t'ai découvert plutôt, en regardant sur YouTube et tu faisais des interviews. Et ma question, ça serait, comment on se sent quand on passe de l'autre côté? Quand maintenant c'est toi qui es interviewé en fait. C'est très bizarre parce que du coup, j'ai l'impression qu'il faut avoir une réponse, un truc à dire. Et parfois, je me dis, oh là là, je dis que de la merde. Tu t'auto-juges. Et j'avoue, je préfère être de l'autre côté.
Parce que de l'autre côté, je trouve que c'est plus reposant parce que, en tout cas, moi, quand je pose mes questions aux intervenants et intervenantes, j'ai vraiment cette volonté d'avoir une réponse, d'avoir la réponse de la personne en face, mais je suis vraiment dans un état d'esprit de curiosité et d'ouverture totale, alors que l'autre, du coup, doit forcément avoir un truc à dire. Et c'est vrai que quand t'es de l'autre côté, je me dis, merde, bah si je sais pas quoi dire, faut que je bullshit comme mon CV. Faut que les gens y croient que je suis mezzo-soprano professional. Alors que c'est du bullshit. On va pas se mentir. Voilà. Vis ma vie de comédienne. Je te jure. Justement, tu parlais de vie ma vie de comédienne, tu parlais aussi d'instabilité un peu. Comment ça se vit ça au quotidien? Très mal. Autre question? Ah ouais, non, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer, cette instabilité, parce que... Enfin, un enfer. Pour le moment, ça fait 4 ans que j'ai la chance d'être intermittente. Je sais pas comment je réussis à renouveler mon statut. Je le fais passer avec les mains, les pieds, vraiment tout ce que j'ai, quoi. J'essaye, mais ça passe toujours ric-rac chaque année. Mais cette espèce d'épée de Damoclès, de devoir faire ses cachets, parce que moi, je fais beaucoup de projets bénévoles aussi. Et bah, ne serait-ce que pour des pièces de théâtre, tu vois, là, l'un des derniers projets que j'ai fait, j'ai été payée pour 3 semaines de représentation, mais tout le mois de répétition en amont n'a pas été payé ni déclaré. Donc en fait, pour 2 mois de travail, t'es déclaré que la moitié, ce qui est monnaie courante dans ce métier, mais ce qui fait que bah, il faut quand même les trouver, ces 43 cachets. Et du coup, parce qu'on n'a pas tous... l'opportunité de jouer au moins 43 fois de manière déclarée. C'est ça le petit twist. Parce que jouer 43 fois dans l'année, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que c'est rémunéré et déclaré? C'est une autre question. Donc c'est un enfer pour moi de répondre à cette question parce que c'est très paradoxal. J'ai la chance d'en vivre et d'être intermittente, ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup de monde. Donc déjà, je m'estime très très privilégiée. Après, c'est vrai que là, par exemple, on est début février. J'ai pas encore fait de cachet depuis le début de l'année. J'ai fait plein de petits projets bénévoles, mais des projets qui sont pas rémunérés. Et la panique commence à monter. Ouais, là, on est le 2 ou le 3 février. Je pense qu'à partir du 7 février, je vais commencer à mettre en alerte rouge, tu vois, alors que je renouvelle fin décembre. Mais si tu veux, c'est une constante dans l'arrière de mon cerveau. Et c'est dur à gérer parfois. Parfois, je prends avec recul et philosophie, puis il y a des jours, des dimanches soirs où il n'y a rien qui va, et là, c'est les flots bleus dans mes yeux. Tu y repenses? Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a constamment en tête? Alors, dans ce cas-là, on se dit, on commence à compter les jours à l'approche du renouvellement, tout ça? Bah, moi, c'est le cas, ouais. Ouais. Et pas qu'à l'approche du renouvellement. Hein. Ça commence 9 mois, 10 mois avant le renouvellement, en moyenne. Où je me dis, mais comment je vais faire cette année? Parce qu'en fait, chaque année, j'ai tellement l'impression de renouveler le statut sur un coup de chance que je me dis, c'est des coups de chance, mais du coup, ça ne se renouvellera pas. C'est des one-shots, tu vois. Et je sais pas comment la chance peut continuer d'arriver tous les mois, enfin tous les ans comme ça. Donc à chaque fois, je me dis, mais en fait, j'ai tellement eu mon intermittence sur un malentendu l'année dernière que cette année, c'est sûr, ça passera pas. Bon, pour le moment, ça fait 4 ans que ça passe, mais je fais plein d'autres choses à côté. Par exemple, j'ai été cadreuse sur quelques projets où là, ça m'a fait des cachets aussi. J'ai fait, je te disais, la cuisine pour des événements où je demande à être payée, non pas en tant que technicienne, mais en tant que comédienne. Enfin voilà, on trouve toujours des moyens pour faire passer le truc, en espérant très fort que ça passe. Donc, est-ce que ça serait un conseil à donner genre, aux acteurs d'être polyvalents, en fait, un peu? En vrai, j'ai aucun conseil à donner à personne. Hein. Chacun fait ce qu'il peut et c'est déjà énorme. En tout cas, je sais que moi, j'arrive pas à faire mon statut en étant uniquement comédienne, parce qu'en plus, quand je mène des projets, moi, je les mène bénévolement et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais du coup, je me paye pas non plus sur le travail que je fais. Et du coup, je peux compter, j'essaye de compter sur d'autres qualités que je peux avoir, enfin d'autres compétences, je veux dire, que je pourrais avoir pour faire mon statut. Après, si des gens arrivent à faire leur statut en étant uniquement comédien ou comédienne,
bah tant mieux, foncez. Et, mais ce qui est sûr, c'est que diversifier ses compétences, au moins, ça permet de s'assurer des petits cachets par-ci par-là, quoi. D'accord. Tu sais, tu parlais de projet, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton projet Une fille indigne. Tu nous parles un Ouais. peu, si je me rappelle, tu avais dit que c'était un projet que tu avais écrit à quatre mains. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, le début, d'où est née l'idée en fait exactement? Oui, bah, c'est un projet qui date d'il y a déjà 2-3 ans, je dirais. Il est enfin, pas assez vieux, mais dans le sens où le projet fini est sorti là il y a un mois. Non, il y a... Qu'est-ce que je dis? J'ai plus de Une semaine, temporalité. une Il est sorti semaine. il y a une semaine, voilà. Bonjour, on est en 2024. Et il est sorti il y a peu de temps. Mais on a commencé l'écriture de la première version en 2021, je crois, ouais. Donc ça commence à dater. Et bah, c'était l'envie de raconter en tout cas des sensations très personnelles de rapport de parents à enfants et d'amour inconditionnel qu'un enfant peut porter à l'un de ses parents et pas remettre en question l'amour de ses... Enfin, on peut, en tant qu'enfant, se remettre en question soi au lieu de remettre en question la santé mentale de ses parents. Je vais le dire comme ça. Et, euh, et quand un parent est dans une fragilité émotionnelle, on va dire, c'est l'enfant qui prend sur lui et peut se demander où est le problème, ce qu'il a fait de mal. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon cas. J'avais une relation très conflictuelle avec ma mère ça me bouffait cette histoire et j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir l'exprimer quelque part. Et voilà, donc le projet est né quand même d'une histoire... Oui, très personnelle, mais après que j'avais envie de rendre en fiction. J'avais pas du tout envie de parler de mon histoire personnelle. J'avais envie de parler de sensations vécues, de sensations intimes, mais pas de mon histoire, voilà. Donc on a quand même gardé en trame de fond la relation mère-fille dysfonctionnelle. Et on est parti sur cette idée. Au début, je pensais que je voulais parler d'avortement, alors qu'en fait, on a fait fausse route pendant plus d'1 an. Donc, on est reparti à zéro juste avant le tournage pour recentrer l'histoire sur la relation toxique entre une mère et sa fille. Mhm. Et je l'ai écrit avec Guillaume, ce projet. C'est lui qui l'a réalisé. C'est moi qui joue le personnage principal. Parce que bon, quitte à être comédienne et écrire, bah, autant s'écrire des rôles. Mhm. Et voilà, on a une fiction de 33 minutes sur ce thème qui est une relation mère-fille où la fille essaye de tout faire pour rendre sa mère heureuse et n'y arrive pas parce qu'on ne peut pas rendre nos parents heureux. Et voilà. Bah oui, moi tout. Et je voulais montrer aussi les secrets de famille, la manipulation, tout ça. Mais pardon, je t'ai Non, coupé. il n'y a pas de problème. Je voulais juste dire que j'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais félicitations parce que c'est un super beau projet. Je l'ai regardé, c'est très poignant et on s'y accroche Merci. dès les premières secondes en fait. Dès qu'on regarde, on est scotché et on bouge plus. Ah bah merci beaucoup. Ça me touche trop d'avoir les retours des gens parce que comme c'est tout frais, je me dis, je prends. Non, c'est vrai. Déjà, je pense que tu peux le voir par rapport à son succès. En une semaine, tu as déjà dépassé les 16 000 vues. C'est déjà pas mal, je trouve, non? Ouais, bien sûr. Ouais, je m'y attendais pas du tout, surtout que en plus ça parle d'avortement quand même, ça parle d'une relation mère-fille. Enfin, c'est pas, on n'est pas sur de la comédie de 5 minutes qui va vite à regarder et qui est justement assez accrocheuse dès le début. Là, c'est une histoire de 33 minutes, on prend plus notre temps, on voulait parler d'intime, on voulait parler de... Bah, c'est un drame, de vraiment une relation que t'as pas forcément envie de regarder le vendredi soir pour te changer les idées, tu vois. Donc je pensais vraiment pas qu'il allait fonctionner comme ça, mais il a un très très beau début sur YouTube. Donc je suis très contente. On a eu des super retours, beaucoup de partages, ce qui a participé aussi au succès de cette première semaine youtubesque. Bah, justement, parle-moi en détail, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs quand même dedans. Moi, je l'appelle Mathias. Pour moi, c'est Mathias, ce mec-là. Thibaut de Montalembert. Oui, t'arrives quand même à faire embarquer pas mal de gens. Comment ça s'est passé tout ça là pour les avoir? T'as aussi Lily qui est dedans? Ouais. Lily Nambininsois qui est excellente. Il y a Elisa Sergent qui, elle, s'est embarquée sur le projet un peu à la dernière minute. Vraiment, 2 jours avant de tourner, on s'est retrouvés... Il y a eu un problème avec une comédienne qui a eu un souci de santé. Donc, on s'est retrouvés à devoir changer de comédienne à la dernière minute, littéralement.
Et Elisa, qui est géniale et qui bosse beaucoup, qui a accepté. Donc on a eu des petits miracles comme ça, enfin des gros miracles, pas des petits. Et oui, pour embarquer tous ces gens, je te dis, moi je connaissais Hélène déjà, qui est l'une de mes comédiennes préférées. Vraiment, elle est au théâtre, elle est fantastique, elle envoie du bois dans chacun des personnages qu'elle travaille et qu'elle joue sur scène ou même à la télé. Donc Hélène, pour moi, c'est l'une des comédiennes préférées avec laquelle j'ai envie de tourner toute ma vie. Donc pour moi, c'était évident que je voulais que ce soit elle qui joue ma mère. Thibaut, ça s'est fait parce que Guillaume a pensé à Thibaut en se disant pour jouer le rôle du père, ça pourrait être trop chouette. En plus, ils sont déjà mari et femme dans la vraie vie, donc ça peut être très intéressant d'exploiter, entre guillemets, d'exploiter ça à l'écran. Lily, on l'avait rencontrée lors d'une soirée et c'était une soirée avec des comédiens, comédiennes, des réals. C'était une soirée un peu de... J'aime pas dire ça, de réseautage, mais voilà, on va synthétiser le truc en appelant ça une soirée de réseautage. Et on s'est parlé, on était assises l'une à côté de l'autre, on s'est parlé, elle avait une énergie vraiment qui collait exactement avec le personnage qu'on était en train d'écrire à ce moment-là. Donc Lily aussi s'est embarquée dans le projet parce qu'elle correspondait exactement à un personnage qu'on avait en tête à ce moment-là. Donc pareil, gros miracle qu'on la rencontre et qu'elle soit disponible. Et tous les autres comédiens et comédiennes qui étaient top, on avait Bénédicte Vrignot, qui est génial, Fabrice Herbeau et Marie Deveau aussi, qui sont excellents, qui jouent les amis des parents. Et on pourrait croire que oui, les petits rôles, ça a moins d'importance, mais en fait, avoir des comédiens qui sont aussi exigeants et exceptionnels, ça participe à la crédibilité de l'histoire. Donc on a eu une chance de dingue, vraiment. Et ouais, je les remercierai jamais assez, ces gens-là. Oui, justement, comment ça se passait la collaboration sur le plateau? C'était simple à manier, tout ça, tout ce beau monde? C'est Guillaume vraiment qui a géré la direction d'acteur et la réalisation. Moi, je gérais la cuisine et l'acting. Et on était ensemble en prépa. Et la prépa, ça a été stressant comme toutes les prépas, mais ça s'est fait. Et puis après, sur le plateau, évidemment qu'on a eu des déconvenues. Et moi, j'ai tendance à gérer les problèmes en me roulant en boule dans un coin de lit et à pleurer. Et Guillaume réagit de manière complètement inverse à moi. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus proactif et ça marche beaucoup mieux. Donc, il m'a dit, t'inquiète pas, je vais gérer ces petits problèmes-là. Donc, c'est lui qui a géré tous les petits problèmes techniques à la con que moi, je ne pouvais pas gérer, trop occupée à me noyer dans mes larmes. Et donc, ça s'est très bien passé parce que je suis entourée de gens qui ont un peu plus l'esprit pratique que moi. Je vois ça. Tu parlais de Guillaume, et quand je faisais mes recherches, je suis tombée sur quelque chose qui s'appelle Atelier 7. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que c'est un nouveau genre d'école de cinéma, un peu, non? Oui, alors c'est pas vraiment une école. Lui, il veut plutôt qu'on appelle ça une résidence démocratique. Et c'est une résidence de création, donc ça s'adresse à des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel, à des vidéastes. C'est une résidence qu'il a montée avec d'autres amis en 2020 et 2021. Donc c'est avec Jérémy Bernard et Réa Simon qu'ils ont monté ça. Et l'idée, c'est qu'ils louent un lieu. La première année, c'était un chalet à la montagne, c'était trop bien. Ils louent un lieu, ils apportent du matériel ou ils s'associent à des gens qui leur prêtent du matériel. Ils gèrent la logistique. Donc moi, j'étais à la cuisine, j'ai nourri la fine équipe pendant 1 mois non-stop. La première année, j'étais toute seule. La deuxième année, j'étais aidée en cuisine parce qu'en fait, j'ai vu que ma santé mentale prenait trop cher. Donc voilà, il fallait s'aider de temps en temps. Et donc, il y a un lieu, du matériel. T'as pas à penser à la nourriture, à la logistique. Ils prennent 12 femmes et 12 hommes qui travaillent dans la création. Donc tu peux avoir des réals, des chefs-op, des monteurs, alors moins de comédiens ou de comédiennes parce qu'il faut avoir au moins fait une fiction pour entrer à l'atelier 7, mais c'est le seul critère. Et c'est et c'est paritaire, ça c'est un point très important. Et ces 12 filles et 12 mecs sont lancés dans cet endroit et puis c'est allez-y, faites des films. Et il y a des intervenants extérieurs qui viennent assez régulièrement. Ils font des masterclass. Donc ils essayent de prendre des gens qui font à peu près tous les corps de métier. Donc il y aura un ingé son, il y aura un chef-op, il y aura quelqu'un qui est dans la réalisation, il y aura quelqu'un qui est plus dans la direction d'acteur. Enfin voilà, il y aura vraiment un large choix d'intervenants. Et puis, les participants font des films, écrivent et mettent à disposition cette résidence selon leurs envies.
Mais ça, il faudrait en parler plutôt à Guillaume parce que là, je te le résume, Ouais. c'est assez synthétique. On invitera Guillaume Mais, pour le prochain épisode. Bah voilà, pour en parler plus en détail parce que le projet vient de lui à la base, D'accord. donc il sera plus à même de répondre à cette question. Il n'y a pas de problème, je l'inviterai sans problème. Là, on arrive à la partie de l'émission, on parle un peu d'actualité, de promo. Où est-ce que nos auditeurs peuvent te voir, te trouver, tout ça en fait? Bah alors là, pour le dernier projet en date, qui ne date pas d'un mois, mais d'il y a une semaine, j'ai sorti sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Julie Cléry, mon dernier projet de fiction que j'ai écrit donc avec Guillaume. Et bah, sur cette chaîne, je poste... Là, je vais poster un peu plus parce qu'il y a 2 courts-métrages qui arrivent. Cette fois, c'est des sketchs. C'est plutôt une chaîne de... Donc, c'est une chaîne de fiction. C'est plutôt de l'humour noir. Et c'est des petits courts-métrages qu'on a pu faire soit en confinement, soit sur un coup de tête avec Guillaume, soit des 48 heures qu'on a pu faire aussi. Donc voilà, c'est vraiment dédié à la fiction. Et j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Julie Cléry Acting et qui, elle, est dédiée entièrement à la direction d'acteurs. Donc je fais des face cam sur, voilà, comme je disais tout à l'heure, mes petits déclics en tant que comédienne, mais je fais surtout des interviews. Bah, j'ai interviewé Guillaume Desjardins, donc J'allais t'en parler. j'interviewe beaucoup de Guillaume. Ouais. En ce moment, je n'interviewe que des Guillaume. Oui. J'ai interviewé un directeur de casting, Guillaume Moulin, qui est super, un comédien, Guillaume Tagnati. Là, la prochaine que je sors, c'est Guillaume Renusson. Enfin, il y a beaucoup de Guillaume, mais ce n'est pas le fil rouge de ma chaîne Julie Cléry Acting. Mais il y a plein de gens super chouettes. J'ai des intervenants vraiment géniaux qui ont accepté gentiment de venir me parler de leur rapport à la direction d'acteurs et leurs secrets, leurs techniques. J'ai eu Alexis Michalik, il y a eu Joe Blatchley, qui est un super directeur d'acteurs, Laurent de Montalembert, qui était le directeur de mon école à Fontainebleau. Enfin voilà, j'ai vraiment, il y a Benjamin Parent, enfin j'ai des coachs aussi, j'ai vraiment des gens super, donc je vais pas tous les citer, mais il y en a plein, il y en a des super aussi qui arrivent. Donc voilà, ça c'est mon autre chaîne passion. Bah, justement, tu sais, moi j'avais regardé l'interview avec Guillaume et j'ai trouvé ça tellement adorable. Donc, laquelle? Celle de Guillaume Desjardins? Desjardins, ton partenaire. Oui, d'accord. J'ai trouvé ça... Parce que j'en ai beaucoup des Guillaume. Non, le seul et l'unique. J'ai trouvé ça tellement adorable, tu sais, ces échanges de regards et tout. On sentait la complicité. Est-ce que c'est compliqué d'interviewer son copain, justement, son partenaire? Non, pas du tout. Non, je te dis, je pense qu'on a beaucoup de chance. C'est très simple le travail avec Guillaume. Non, pas du tout, parce qu'en fait, Guillaume aussi a fait beaucoup d'interviews. Bah, c'est lui qui m'a beaucoup poussé aussi et c'est grâce à lui que je peux faire ces interviews parce que c'est dans ses studios avec son matériel, enfin le matériel qu'il a avec Jérémy Bernard. Ils partagent leur studio et leur matos, mais c'est quand même grâce à eux deux, mais donc à Guillaume en grande partie, que je peux avoir un cadre professionnel pour faire mes interviews. Et lui-même a fait beaucoup d'interviews sur sa chaîne Rouge Vert Bleu. Il a une chaîne de conseils à la réalisation cette fois. Et comme il avait tout à disposition et qu'il voyait que j'en avais l'envie mais que je ne savais pas comment me lancer, il m'a dit « mais vas-y, je t'aide ». Et du coup, pour notre première interview, bah non, ça s'est fait très naturellement. C'était un peu un test aussi, où je me disais, bah, de toute façon, c'est Guillaume, c'est mon mec, donc je l'interviewe. Si jamais je vois qu'en fait, c'est horrible et que je déteste l'exercice, bah, tu vois, je dois enfin, c'est pas que je dois de compte à personne, mais il sera le premier au courant, vu qu'il sera en live en train d'assister à cet échec. Donc non, c'est interviewer son... Bah, surtout que j'adore sa façon de travailler et c'est pas parce que c'est mon mec. Pas du en tout. toute objectivité, pas du tout. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il a une façon de travailler qui est tellement chouette et j'ai vraiment l'impression je suis très en confiance et de m'abandonner dans le travail parce que je sais qu'il va m'amener à des endroits de jeu qui fonctionneront à l'écran. Et donc j'ai une confiance aveugle dans son travail et je trouve que il fait son métier magnifiquement bien. Il n'y a qu'à regarder ses créations qu'il fait, que ce soit sur sa chaîne des Parasites, où là, leur dernier projet qu'ils avaient fait, c'était une série de plans séquences, ça s'appelle L'Effondrement, et c'est accessible sur leur chaîne YouTube, Les Parasites. Bah, quand tu regardes le travail, tu vois que c'est sensible, que c'est maîtrisé, que c'est génial. Donc, je suis quand même entre de bonnes mains aussi. Donc, non, ça se passe très bien. Génial. Là, on arrive à la partie de l'émission que tu aimes le moins. C'est la partie où on donne des tips, des conseils aux acteurs. Okay. Donc, qu'est-ce que tu leur pourrais donner comme conseil s'ils veulent persévérer dans ce milieu, être aussi polyvalente que toi, tu vois?
s'ils veulent persévérer, pour le coup, moi qui en ce moment suis en plein questionnement de est-ce que je vais pas me reconvertir dans la bouffe ou dans un élevage de chèvres naines, je- donnez-moi vos conseils de comment vous faites pour persévérer là-dedans. Euh, Des conseils. Bah, moi, en tout cas, par rapport à mon expérience, le seul conseil que je pourrais avoir, c'est formez-vous dans une école qui vous plaît. Moi, j'ai pas misé sur une école stratégique, entre guillemets, où je savais qu'il y avait beaucoup de réseaux, ou genre les cours Florent, je sais qu'il y a plein de personnes qui sortent des cours Florent et qui font des projets ensemble, et il y a beaucoup d'émulation entre élèves qui sortent de là et qui se créent des compagnies et tout. Mais il y en a plein aussi qui vont dans des écoles de théâtre parce qu'elles sont renommées, parce qu'elles ont une bonne réputation, mais qui en fait se retrouvent pas du tout dans la pédagogie de l'école. Moi, j'ai pas du tout fait ce choix-là. Je me suis formée dans une école alors c'était tout sauf stratégique. C'est une école qui est basée à Fontainebleau. C'est des cours en anglais avec quand même beaucoup plus d'anglais ou de personnes anglo-saxonnes que de français. Donc tu sors de là, t'as un tout petit réseau en France, voire zéro réseau en France. Mais en tout cas, en termes d'éducation, en termes de formation, ça m'a donné une telle confiance dans mon travail et ça m'a tellement, comment dire, ça m'a tellement confortée dans l'idée que ma place était là, que pour rien au monde, je regrette le choix que j'ai fait de formation. Donc, s'il y a une chose qui est très importante et qui met des fondations solides, en tout cas pour le reste de sa carrière, c'est vraiment l'école. Je pense qu'on est en formation toute sa vie, mais passer par une école pendant 2-3 ans, moi en tout cas ça a été très important pour moi et ça m'a donné des outils tellement précieux que j'utilise tellement au quotidien dans mon travail que ce serait le seul conseil que j'aurais à donner. N'hésitez pas à vraiment faire un choix non pas stratégique de formation, mais un choix qui est aligné avec la façon dont vous avez envie d'être formé. Mais non, je trouve que c'est un très bon conseil. Ouais, je te rejoins là-dessus, en fait. Ouais. Parce que des fois, on va se dire, ah ouais, je vais aller au cours Florent, comme ça, moi, je suis sûr que derrière, dès que je sors de là, je vais percer ou je vais avoir des rôles. C'est ça, ouais. Mais c'est pas forcément le cas, des fois. Bah non. Et je fais du coaching aussi à côté. Et ça m'est déjà arrivé de coacher des gens qui sortaient d'écoles, typiquement des cours Florent ou d'autres écoles de théâtre qui sont plutôt cotées. Mhm. Et en fait, ils n'ont aucun outil. Ils ont juste eu des mauvais profs. Et ils ne sont pas tombés dans des bons groupes ou alors personne les a... Il n'y a pas eu de travail de groupe suffisant pour qu'ils se sentent à l'aise. Et ouais, je suis tombée sur des gens où je me disais, mais comment tu peux laisser un élève payer 3 années d'école et le laisser sortir avec aussi peu de technique et aussi peu de niveau et aussi peu de confiance dans ses capacités même. Et ça m'a beaucoup étonnée. Et je sais que dans mon école, ça ne se serait jamais passé comme ça. Parce qu'il y a un cadre, il y a une véritable pédagogie. Moi, je viens Phonact, c'est une école qui met le paquet sur le travail de groupe. Et on a beaucoup, beaucoup bossé le travail de cœur. Vraiment, on est là pour s'aider les uns les autres. C'était toujours la phrase, c'est tu trouves dans l'autre ce que tu cherches en toi, en fait. Mais tout est dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. Va pas le chercher ailleurs, c'est dans l'autre. Et donc on a eu une formation qui nous a permis de faire confiance aux autres et du coup d'accéder à des choses dans le jeu qui sont un peu plus dans le lâcher prise et dans la confiance dans ses partenaires de jeu. Et c'est pas le cas de toutes les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui vont former beaucoup plus sur l'individuel et sur le trouve en toi, comment tu vas te faire violence pour essayer de trouver des trucs en toi. Et ça parle peut-être pas à tout le monde, cette formation, cette façon de faire. Et voilà. Non, mais donc pour moi, la formation est très importante. Ouais. C'est très beau ce que tu dis, parce qu'en même temps, quand on est acteur, il y a aussi cette générosité qui joue, tu sais. On n'est pas juste centré sur le moi. C'est-à-dire que si on a une scène, je vais te donner, tu me donnes. Tu sais, on se tire l'un à l'autre. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est comme dans la vie, en fait. Dans la vie, on se parle jamais à soi-même, on n'essaye jamais de faire une action envers soi-même. Les actions qu'on fait, elles sont toujours tournées vers l'autre. Même quand on a une simple discussion, on veut se faire comprendre, on veut convaincre, on veut faire rire. On veut toujours stimuler quelque chose chez l'autre. Ça se passe dans l'autre. Mais ouais,
c'est drôle parce qu'on l'apprend pas forcément toujours dans les écoles. Donc voilà. Non, parce que c'est... Les conseils de Julie. Les conseils de Julie. Elle est à Phonact. Nouvelle rubrique. Non, mais parce qu'en fait, ces écoles, si tu veux, c'est devenu un peu des usines, en fait. Ouais, bah ouais. Malheureusement. Ouais. Des usines et qui jouent aussi beaucoup sur leur renommée. Enfin, je vois les cours Florent, ils surfent sur la renommée. Ils ont des milliers d'élèves chaque année et sur ces 1000, va peut-être y en avoir un qui va percer tous les 5-10 ans. Et ils vont jouer sur cette renommée-là. Devenez le prochain Gad Elmaleh. Je dis Gad Elmaleh parce que quand je faisais les ateliers jeunesse au cours Florent, Gad Elmaleh était en plein boom. Et on parlait que du fait qu'il avait fait les cours Florent et que du coup, nous, peut-être aussi un jour, on allait avoir son parcours. Et je trouve ça un peu malhonnête de surfer sur la notoriété des happy few, des 0,1%. Et effectivement, en termes de quantité, sur 1000, tu as plus de chances, oui, d'avoir un élève qui va sortir du lot que si tu fais une petite école qui a que des promotions de 20 personnes. Mais ça veut pas dire que la chance va pas t'arriver. Et je parle pas forcément de chance. Il y a plein de gens qui exercent leur métier sans forcément s'appeler Gad Elmaleh ou Meryl Streep et qui vivent très bien. Non, je te rejoins là-dessus parce que quand tu dis publicité malhonnête, quand on sait que surtout Gad Elmaleh n'est pas resté si longtemps que ça dans cette école, tu sais, c'était juste un passage pour lui en fait. Bien sûr. Donc, bien sûr, comme toutes les écoles. Ils essayent, c'est marketing, ils essayent quand même d'essayer de trouver tous les arguments qui vont faire venir des gens parce qu'ils ont des lieux à gérer, ils ont des profs à payer et ils ont un business à faire tourner, ça reste un business. Hein. Bah oui, non, c'est clair. On va arrêter de tirer sur l'ambulance, Julie. C'était agréable de passer ce moment avec toi, de discuter, d'en apprendre un peu plus avec toi. C'était très chouette. Très chouette. Et j'espère que tu vas l'ouvrir, ce restaurant. Ouais, d'ici quelques années. Je donnerai une date lors de notre prochain entretien. D'accord. Je te dis merci. On vous rappelle, Julie Cléry ? Eh ben avec plaisir. Merci Patrick, c'était très chouette. Merci à vous tous. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter. Merci, on vous rappelle. Continuez à vous abonner à nos réseaux sociaux, ça nous permet de grandir et de vous avoir des invités exceptionnels. Alors merci, continuez, ne lâchez pas. Merci à DJ de Combo à la réalisation. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel interview.